11 chasseurs japonais tournent en cercle au-dessus. Un corsaire solitaire des Marines boite à travers le ciel, traînant de la fumée d'une conduite de carburant perforée. Le pilote n'a ni altitude, ni avantage de vitesse, ni renfort. Le manuel dit de monter et de fuir. Il fait le contraire. Il pousse le manche vers l'avant et plonge vers la surface de l'océan, volant comme il a appris au-dessus des champs de maïs du Kansas à l'aube. Les héros suivent, confus. 30 secondes plus tard, leur formation est brisée. Rabaul, février 1944. Le ciel au-dessus des îles Salomon ne pardonne pas les erreurs. Il sent le carburant d'aviation brûler et les embruns salés. Le cockpit d'un F-4U Corsair à 12 000 pieds est exigu, bruyant et vibre au rythme de 18 cylindres, faisant tourner une hélice massive. Le tableau de bord brille faiblement. Le manche tremble sous des mains calleuses. En dessous, le Pacifique s'étend infini et indifférent, avalant les épaves sans cérémonie. C'est l'escadrille de chasse des Marines, VMF 124, opérant depuis la piste d'atterrissage de Torokina sur Bougainville. Ils effectuent des missions d'escorte longue distance, profondément en territoire tenu par les Japonais. Les probabilités sont calculées et brutales. Chaque sortie coûte du carburant, des machines et des hommes. Les remplaçants arrivent chaque semaine, jeunes et sous-entraînés. Certains durent 5 missions, certains en durent une. Les mathématiques les sont simples. Les héros japonais sont plus nombreux que les chasseurs des Marines 3 contre 1 dans la plupart des engagements. Le zéro monte plus vite, tourne plus serré et est piloté par des pilotes ayant des années d'expérience au combat. La doctrine américaine est claire. Maintenir l'altitude, utiliser la vitesse et les attaques en piqué. Ne jamais tourner avec un zéro. Les règles sont écrites dans le sang, affinées au cours de 2 années de combat dans le Pacifique. Elles fonctionnent quand les pilotes les suivent. Les taux de survie s'améliorent. La déviation signifie la mort. Mais la doctrine suppose que vous avez des options. Elle suppose que vous pouvez choisir quand engager le combat. Au-dessus de Rabaul au début de 1944, les pilotes des Marines ont rarement ce luxe. Ils escortent des bombardiers, des avions de reconnaissance photographique, des vols de ravitaillement. Ils ne peuvent pas abandonner leurs protégés. Quand les héros les attaquent par surprise d'en haut, ils absorbent la première attaque et essaient de survivre assez longtemps pour rompre le contact. La plupart n'y parviennent pas. C'est le son dont les aviateurs se souviennent. Le rugissement du moteur radial Pratt & Whitney à pleine puissance de combat, le cliquetis des caméras de tir qui tournent, le crépitement des communications radio alors que les pilotes signalent les positions ennemies. Bandits en haut, 3 heures, virage à gauche, puis le hurlement des chasseurs en piqué, le martèlement staccato des tirs de canon de 20 mm perforant la peau d'aluminium, le bruit humide des balles frappant la chair. Parfois le terrible silence quand un moteur s'arrête ou qu'une aile se plie et qu'un corsaire commence sa longue chute vers la mer. Dans ce creuset vole un pilote que l'escadrille appelle le fermier. Il ne ressemble pas à un guerrier. Grand, mince, avec des yeux plissés par le soleil et des mains qui se souviennent d'avoir dirigé un tracteur avant un manche à balai. Diplômé de nulle part d'important avec une formation en agriculture. Il parle en phrases lentes, comme s'il vérifiait l'intégrité structurelle de chaque mot. Ses camarades d'escadrille le disent lent, certains le disent prudent. Il lit de manière obsessionnelle, étudie les rapports d'action et pose des questions qui irritent son commandant. L'hiver de 1944 s'est gravé profondément dans les eaux de chaque marine stationnée dans les îles Salomon. La chaleur transformait les combinaisons de vol en seconde peau trempée de sueur. L'humidité embuait les lunettes, quelques secondes après avoir quitté la salle de préparation. En dessous, la jungle s'étendait infinie et verte, cachant des avions détruits qui ne seraient jamais récupérés. Au-dessus, le ciel appartenait à celui qui détenait l'altitude et l'agressivité. C'était l'apogée de la campagne de saut d'île en île. L'aviation du corps des Marines s'était engagée dans l'appui aérien rapproché et l'escorte de bombardiers, une doctrine enracinée dans la conviction que la supériorité aérienne pouvait être saisie par l'attrition et la puissance de feu. En théorie, des formations de F-4U Corsair balayeraient devant les flux de bombardiers, détruiraient les intercepteurs japonais et rentreraient chez eux sous le parapluie protecteur du soutien mutuel.
En pratique, c'était un massacre. Les chasseurs japonais déchiraient et brûlaient les formations avec une violence méthodique. Les A6M0 montaient haut, se positionnaient avec le soleil dans leur dos et se précipitaient vers les Marines à des vitesses de rapprochement dépassant 500 miles par heure. L'attaque frontale devint la tactique signature des escadrilles de chasse de la marine impériale. C'était brutal, efficace et psychologiquement dévastateur. Le Corsair avait 6 mitrailleuses de calibre 50, mais le pilote n'avait que quelques secondes pour suivre, anticiper et tirer avant que l'ennemi ne passe en éclair ou ne traverse la formation. La plupart des Marines tombaient sans jamais porter un coup significatif à leurs attaquants. Les pilotes le savaient, les équipes au sol le savaient, les Japonais le savaient. En février, les taux de perte sur certaines missions dépassaient 25%. Des vols entiers s'évaporaient au-dessus du port de Rabaul ou des voies maritimes près de Bougainville. Les équipages effectuaient à leur tour dans un état d'endurance fataliste, comptant les missions comme des jours de prison, sachant que les probabilités étaient à contre la survie. Dans cet environnement arrivèrent des milliers de jeunes hommes qui n'avaient jamais vu le combat, des garçons de ferme de l'Iowa, des mécaniciens de Détroit, des décrocheurs universitaires et des ouvriers d'usines qui s'étaient portés volontaires ou avaient été enrôlés dans une guerre qui exigeait qu'ils montent dans des tubes d'aluminium et volent dans des tempêtes d'acier. Ils apprirent à Timo la discipline de formation, la gestion de l'oxygène et comment viser une arme à travers des gants gelés en altitude. Mais personne ne leur enseigna comment survivre quand la doctrine échouait. Il n'y avait pas de manuel pour cela, juste l'acceptation et la chance. Le VMF 124 essaya des tactiques, des formations plus serrées, des altitudes échelonnées, des balayages de chasseurs devant les bombardiers quand le carburant le permettait. Mais au début de 1944, les corsaires poussaient leur portée maximale juste pour atteindre des cibles comme Rabaul. Ils arrivaient à court de carburant, engagèrent le combat en position désavantageuse et rentrèrent à la base en courant, espérant que leur réservoir ne se viderait pas au-dessus de l'océan ouvert. Le son de tout cela était assourdissant et irréel. Le rugissement des moteurs radio à puissance de croisière, le cliquetis des tourelles d'armes testées, le crépitement des communications radio, puis le hurlement des zéros en piqué, le martèlement des tirs de canon. Le bruit sourd et humide des balles frappant la chair, et parfois le terrible silence quand le moteur d'un corsaire s'arrêtait et que l'avion commençait sa chute vers la mer. C'est dans ce creuset que le lieutenant de première classe, James Holloway, effectua sa 23e mission. James Holloway ne ressemblait pas à un homme destiné à réécrire les tactiques de chasse. Il était calme, méthodique, un penseur plus qu'un parleur. Né dans le comté de Russell, Kansas, en 1918 de parents fermiers, il passa son enfance entouré de champs de blé, de tempêtes de poussière et du bourdonnement constant des machines agricoles. Son père exploitait 200 acres de blé et de maïs. Sa mère tenait les comptes et élevait 4 enfants. Holloway grandit en regardant les gens résoudre des problèmes, avec des ressources limitées et sans plan de secours. Il apprit à voler à 16 ans, non dans une académie militaire, mais dans une opération d'épandage agricole près de Hayes. Le propriétaire, Frank Morrison, avait besoin d'aide pendant la saison des récoltes. Il offrit à Holloway $250 de l'heure pour mélanger des produits chimiques et faire le plein des avions. Holloway dit qu'il voulait apprendre à voler à la place. Morrison rit, puis accepta. La formation fut brutale et pratique. Pas de manuel, pas de théorie. Juste Morrison criant des instructions depuis le sol pendant que Holloway luttait avec un biplan Stearman battu à travers des passages à basse altitude au-dessus des champs de maïs. L'épandage agricole enseignait une physique qu'aucune salle de classe ne pouvait reproduire. Voler à 10 pieds du sol à 90 miles par heure, lire le terrain par vision périphérique, anticiper les changements de vent en observant les motifs de poussière, tourner serré au bord du champ sans décrocher ou accrocher une aile. Les règles de Morrison étaient simples. Vole bas, vole en douceur, ne panique jamais. Si tu montes quand tu devrais tourner, tu meurs. Si tu te fiches quand tu devrais réagir, tu meurs. Holloway apprit vite où il aurait abandonné. Le travail était dangereux et impitoyable. Des pilotes mouraient chaque saison, heurtant des lignes électriques qu'ils n'avaient jamais vues. Mal jugeant la hauteur au-dessus des lignes d'arbres,
décrochant dans des virages serrés, sans altitude pour récupérer. Morrison perdit 2 pilotes lors du premier été de Holloway. Les deux étaient des hommes expérimentés qui firent une seule erreur. Holloway assista à leurs funérailles et apprit qu'à 10 pieds, il n'y avait aucune marge d'erreur, aucune seconde chance, seulement la physique et les conséquences. En 1937, Holloway avait enregistré plus de 300 heures, toutes en dessous de 100 pieds. Il pouvait enfiler un steerman entre une grange et un silo, rouler sur le dos pour vérifier un champ et atterrir sur une route de campagne par vent de travers. Morrison disait qu'il était le meilleur pilote naturel qu'il ait jamais formé. Mais quand Holloway essaya de s'engager dans l'aviation navale, le recruteur jeta un coup d'œil à sa candidature et rit. Pas de diplôme universitaire, pas d'expérience militaire, formation en agriculture, la marine voulait des diplômés d'académie et des étudiants en ingénierie, pas des garçons de ferme qui sentaient le pesticide et l'huile de moteur. Holloway réessaya en 1939. Refusé, il essaya l'Army Air Corps, refusé pour âge et insuffisance éducative. Frustré, il retourna au Kansas et continua à piloter des épandeurs, économisant de l'argent, attendant une chance qui semblait peu probable de venir. Puis Pearl Harbor arriva. Le 7 décembre 1941 changea tout. Les normes d'enrôlement chutèrent du jour au lendemain. L'armée avait désespérément besoin de pilotes. Holloway entra dans un bureau de recrutement du corps des Marines à Topeka le 10 décembre. Il réussit l'examen physique, il réussit le test d'aptitude. Il signa les papiers et partit pour Pensacola pour la formation de vol en janvier 1942. Il avait 23 ans, plus âgé que la plupart des cadets, et se comportait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait déjà survécu à 1000 quasi-accidents au niveau de la cime des arbres. La formation de vol à la station aéronavale de Pensacola exposa le fossé entre Holloway et les autres cadets. La plupart étaient des garçons d'université, rapides en mathématiques et en théorie de navigation, à l'aise avec la discipline militaire et le commandement hiérarchique. Holloway n'était rien de tout cela, il luttait avec l'instruction en classe. Il questionnait les procédures qui semblaient inefficaces. Il volait avec une fluidité que les instructeurs notaient, mais ne pouvaient pas tout à fait expliquer. Ses atterrissages étaient parfaits. Ses acrobaties aériennes étaient assez compétentes, mais son approche des manœuvres de combat semblait fausse, trop lente, trop prudente, trop comme un homme économisant du carburant au-dessus d'interminables champs de blé. Un instructeur écrivit dans son évaluation « montre un excellent contrôle de l'appareil, mais manque d'instinct agressif requis pour les opérations de chasse. Recommande une réaffectation au transport ou au service de patrouille. » Holloway ignora la recommandation. Il continua à voler. Il obtint son diplôme au milieu de sa classe, ni célébré, ni rejeté, et reçut des ordres pour la station aéronavale du corps des Marines de Cherry Point en Caroline du Nord pour une formation avancée de chasseurs. Cherry Point lui fit découvrir le F-4U Corsair, un avion massif et complexe qui terrifiait la plupart des nouveaux pilotes. Le Corsair était rapide, puissant et impitoyable. Il avait tendance à décrocher dans les virages serrés. Le long nez bloquait la visibilité vers l'avant pendant l'atterrissage. Le train d'atterrissage était étroit et sujet à l'effondrement. Les premiers modèles tuèrent plus de Marines dans des accidents d'entraînement qu'au combat. Holloway l'adora. Le Corsair lui rappelait les épandeurs surchargés qu'il avait pilotés. Des machines capricieuses qui nécessitaient maintenant une attention constante et des mains douces. Il apprit ses bizarreries. Il le pilota comme Morrison le lui avait enseigné, bas et précis, ne combattant jamais l'avion, travaillant toujours avec lui. Ses camarades d'escadrille à Cherry Point l'appelaient le fermier. Certains le disaient par moquerie, d'autres le disaient avec un respect réticent. Il ne buvait pas beaucoup et ne cherchait pas les sensations fortes. Il étudiait les manuels de maintenance. Il interrogeait les chefs mécaniciens sur les performances du moteur à différentes altitudes. Il pensait en système, comment l'avion se déplaçait, comment les formations fonctionnaient, où étaient les vulnérabilités. Ses pairs le respectaient, mais ne le comprenaient pas entièrement. Il était compétent, calme et étrangement intrépide, d'une manière qui semblait moins de la bravade que du calcul. En novembre 1943, Holloway reçut des ordres pour le VMF 124, se déployant dans le Pacifique Sud.
Il embarqua de San Diego en décembre, navigua à travers le canal de Panama et arriva à Espiritu Santo début janvier 1944. De là, il vola vers le nord jusqu'à la piste d'atterrissage de Toroquina, sur Bougainville, une entaille boueuse taillée dans la jungle abritant 2000 Marines et une douzaine de corsaires à peine fonctionnels. Son nouveau commandant d'escadrille, le capitaine Richard Stafford, était un officier qui suivait le règlement à la lettre, un vétéran de Guadalcanal qui valorisait la discipline et l'intégrité de la formation. Il n'encourageait pas l'improvisation. Quand Holloway commença à poser des questions techniques lors des briefings sur les tactiques à basse altitude, Stafford répondit sèchement « La doctrine existe pour une raison, les pilotes qui dévient meurent ». La discussion s'arrêta là, mais Holloway continua à réfléchir. Le problème auquel faisaient face les escadrilles de chasse des Marines au début de 1944 n'était pas seulement tactique, il était mathématique. Les F-4U Corsair étaient abattus plus vite que les remplaçants ne pouvaient arriver. Les Zero japonais, en particulier la variante A6M5, dominaient les engagements à courte portée. Le Zero était plus léger, tournait plus serré, aux vitesses de combat et montait plus vite en dessous de 15 000 pieds. Ces pilotes étaient là des vétérans aguerris au-dessus de la Chine, des Philippines et de 2 années de combat dans le Pacifique. Ils chassaient en paire coordonnée, exploitant l'altitude et l'énergie avec une précision chirurgicale. La doctrine des Marines reconnaissait le désavantage. Ne jamais tourner avec un zéro, utiliser la vitesse et l'altitude, attaquer d'en haut, se désengager en piqué. Les tactiques fonctionnèrent quand les conditions les favorisèrent, mais les missions d'escorte vers des cibles comme Rabaul supprimaient ces avantages. Les corsaires arrivaient à portée maximale, à court de carburant, souvent attaqués par surprise par des zéros, plongeant d'une altitude supérieure. La doctrine disait de s'étendre en piqué et de rentrer chez soi. La réalité disait que les bombardiers avaient besoin de protection, et que fuir signifiait les abandonner au massacre. Les mathématiques étaient brutales. En janvier 1944, le VMF 124 perdit 8 pilotes en 4 semaines. Les pilotes de remplacement arrivaient verts, formés sur le continent contre des cibles coopératives et des scénarios prévisibles. Ils duraient en moyenne 6 missions avant d'être tués ou blessés. L'escadrille opérait dans un état d'attrition constante, faisant tourner de nouveaux visages dans des cockpits encore chauds du dernier occupant. Les résumés de renseignements documentaient le problème en termes cliniques. Les tactiques ennemies favorisent l'engagement vertical. Nos chasseurs manquent d'avantages positionnels au point de contact. Les recommandations incluaient une meilleure alerte précoce, plus de capacité de carburant, une discipline de formation améliorée. Aucune n'abordait le problème fondamental. Quand les zéros détenaient l'altitude et choisissaient les termes de l'engagement, les Marines mouraient. Holloway observa ce schéma se répéter mission après mission. Il effectua des escortes vers Rabaul, vers Cavien, vers Buka. Il vit les zéros se positionner devant les bombardiers, rouler sur le dos et plonger directement à travers la formation. Il vit des corsaires essayer de monter et de les rencontrer, perdant de la vitesse, devenant des cibles faciles. Il vit des ailiers rompre la formation pour poursuivre des zéros dans des combats tournants qu'ils ne pouvaient pas gagner. Il dessina des diagrammes dans ses carnets, calculant des angles et des états d'énergie, essayant de comprendre la géométrie de pourquoi la doctrine continuait d'échouer. Il commença à poser des questions. Et si nous arrêtions d'essayer de monter? Et si nous les forcions à combattre à basse altitude? Ses camarades d'escadrille le regardaient comme s'il était fou. La basse altitude signifiait aucune échappatoire. Cela signifiait voler dans l'océan si vous mal jugiez. Cela violait tous les principes du combat aérien. Le capitaine Stafford mit fin à la discussion lors d'un briefing. « Nous suivons la doctrine, lieutenant. Rompez !» Mais Holloway ne pouvait pas se débarrasser d'une conviction croissante. Le Corsair était plus lourd qu'un zéro avec un moteur plus puissant et une meilleure maniabilité à haute vitesse. À basse altitude, dans l'air épais, ces avantages pourraient les compter. Et Holloway avait passé 300 heures à voler à 10 pieds du sol, apprenant à lire le terrain, à utiliser l'effet de sol, à manœuvrer dans un environnement où l'hésitation signifiait la mort.
Il avait survécu en faisant ce qui semblait impossible. Il se demanda si les mêmes principes pourraient s'appliquer au-dessus de l'eau. Puis vint le 12 février 1944, la mission qui allait tout tester. La salle de briefing à Torokina sentait la moisissure et la fumée de cigarettes. Des cartes couvraient les murs montrant les positions japonaises, les concentrations connues de défense anti-aérienne et la longue route au-dessus de l'eau vers Rabaul. Le major William Grayson, l'officier du renseignement, se tenait à l'avant avec un pointeur en bois, tapotant des emplacements sur la carte. La cible est le port de Rabaul. Frappe de bombardiers contre les installations portuaires et de quais. 12 bombardiers en piqué SBD Dauntless, 6 corsaires d'escorte. Mission à portée maximale. Le carburant sera critique. Il fit une pause. Laissa cela s'imprégner. Attendez-vous à une forte opposition de chasseurs. Les renseignements signalent au moins 30 zéros basés sur les aérodromes de Rabaul et Tobera. Ils intercepteront. Les tactiques standards s'appliquent. Maintenez l'altitude. Protégez les bombardiers. Désengagez-vous si vous êtes submergé. Des questions. Holloway leva la main. À quelle altitude voleront les bombardiers? Grayson vérifia ses notes. 14 000 pieds à l'approche, plongeant à 8 000 pour les passages de bombardement. Et si nous sommes attaqués par surprise d'en haut à 14 000? L'expression de Grayson se durcit. Vous suivez la doctrine, lieutenant. Étendez-vous, regroupez-vous, réengagez-vous si possible. Question suivante. Il n'y eut pas d'autres questions. Les pilotes sortirent vers leurs avions. Holloway marcha vers son corsaire, numéro de queue 57, garé dans un revêtement au bord de la piste. Le sergent Bill Mackenzie, son chef mécanicien, finissait les vérifications avant vol. Mackenzie était un immigrant écossais, petit, trapu, avec des mains tachées de graisse et une disposition sceptique. Il avait maintenu l'avion de Holloway en vol pendant 3 mois d'opération, colmatant des trous de balles, récupérant des pièces, tirant des performances d'un moteur qui avait largement dépassé ses heures nominales. Mackenzie leva les yeux alors que Holloway approchait. « Réservoir de carburant rempli à ras-bord, monsieur. Armes chargées, 600 cartouches par arme. La pression d'huile est un peu élevée, mais dans les limites. Elle volera. » Holloway hocha la tête puis hésita. « Mac, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'inhabituel. » Les yeux de Mackenzie se plissèrent. « À quel point inhabituel? J'ai besoin que le viseur soit ajusté. Abaissez le réticule de 2 degrés. » Mackenzie cligna des yeux. « Monsieur, ça va fausser votre visée aux portées de combat normales. Je sais. Faites-le quand même. » Mackenzie le fixa, puis haussa les épaules. « Vos funérailles, lieutenant. » Holloway grimpa dans le cockpit. Le siège était usé, les instruments familiers. Il s'attacha, connecta l'oxygène, vérifia les commandes. Le moteur Pratt & Whitney toussa, démarra et se stabilisa dans un ralenti grondant. Autour de lui, d'autres corsaires démarraient. De la fumée d'échappement bleu dérivait à travers la piste. La voix du capitaine Stafford crépita dans la radio. Tous les vols répondaient. Un par un, les pilotes répondirent. Holloway appuya sur son micro. 57 prêts. La formation roula jusqu'à la piste, se forma et décolla dans le ciel gris du matin. Ils montèrent lentement, formant une escorte lâche autour des bombardiers. Le cap était nord-nord-ouest au-dessus de l'océan ouvert vers Rabaul. Holloway s'installa dans le rythme du vol, scrutant les instruments, surveillant la formation, économisant le carburant. Il n'avait aucun moyen de savoir que dans moins d'1 heure, il serait seul au-dessus du territoire ennemi, avec un choix pour lequel aucune doctrine ne l'avait préparé. Les zéros apparurent à 22 minutes de la cible. Holloway les vit en premier, de petits points hauts et devant, captant la lumière du soleil. Il appuya sur son micro. Bandit, 12 heures en haut. Angevin. La voix du capitaine Stafford revint sèche et tendue. Tous les vols, maintenez la formation. Préparez-vous à engager. Les zéros montèrent plus haut, se positionnant. C'était la tactique japonaise classique. Prendre de l'altitude, prendre de la vitesse, plonger à travers et disperser la formation. Les corsaires des Marines se resserrèrent, essayant de présenter des champs de tir qui se chevauchent. Les bombardiers continuèrent leur route, engagés dans leur passage. Puis les zéros roulèrent sur le dos et plongèrent. 11 appareils hurlant vers le bas à plus de 500 miles par heure. Des canons de 20 mm tirant des flux de traceurs. Le ciel explosa. Stafford appela la rupture. Vol rouge, virage à droite, vol bleu, virage à gauche.
Holloway vira serré, sentit les forces G l'écraser dans le siège. Un zéro passa en éclair, si près qu'il put voir le visage du pilote. Il tira autour essayant de suivre, mais le zéro montait déjà, intouchable. Un autre zéro arriva de sa 7 heures. Holloway effectua un tonneau brusque, piqua, s'étendit. Le zéro le suivit. Son ailier, le lieutenant Marcus Chen, lança. « 57, tu en as un sur la queue, je le vois. » Holloway poussa la manette des gaz vers l'avant, piqua plus fort. Le corsaire accéléra, le zéro le suivit. Ils étaient déjà à 2400 mètres et descendaient rapidement. La doctrine disait « Étends-toi, utilise la vitesse pour te séparer, puis cabre-toi, remonte en altitude. » Holloway regarda sa jauge de carburant. Réservoir à moitié plein, pas assez pour monter et combattre. Il prit une décision qui défiait tous ses instincts. Il poussa le manche vers l'avant et continua à piquer. 1800 mètres, 1200, 600. La surface de l'océan se précipitait vers lui, grise et infinie. Le pilote du zéro hésita, incertain. Les chasseurs américains ne piquaient pas vers le pont, ils montaient. Celui-ci manquait de ciel. Holloway se mit en palier, à 15 mètres, au-dessus des vagues. Le corsaire trembla dans l'effet de sol, l'air épais amortissant l'appareil. Il réduisit légèrement les gaz, diminua la vitesse à 320 km/h. Le zéro, toujours en piqué, le dépassa et dut se redresser brutalement pour éviter l'eau. Holloway le vit passer au-dessus de lui. Le pilote luttait pour garder le contrôle. Maintenant, 2 autres zéros piquaient sur lui. Holloway fit quelque chose que personne dans le théâtre du Pacifique n'avait jamais tenté. Il pilota le corsaire comme un avion agricole. Il vira brusquement à gauche, puis à droite, effleurant les crêtes des vagues, utilisant la houle comme terrain. Les zéros tentèrent de le suivre, mais à 15 mètres, ils perdirent de la vue. D'ensemble, l'eau en dessous troublait leur perception de la profondeur. Ils se redressèrent, se repositionnèrent. Holloway continua à bouger, virage violent, montée soudaine à 30 mètres, puis retour au niveau des vagues. Il lisait l'océan comme il avait lu les champs de blé, anticipant, réagissant, ne tenant jamais une ligne stable. Les zéros tournaient en rond, frustrés, incapables d'établir un tir net. La manœuvre n'avait pas de nom. Holloway opérait maintenant par pur instinct. Un instinct forgé par 300 heures de vol d'avions agricoles à travers les champs du Kansas à l'aube. Il vira brusquement à gauche. Le bout d'aile du corsaire touchait presque l'écume. Un zéro piqua d'en haut. Le tir de canon criblait l'eau à 18 mètres derrière lui. Holloway se redressa brusquement à 30 mètres. La montée soudaine saignait la vitesse, mais forçait le zéro à ajuster son angle de piqué. Le pilote japonais se redressa tard, passa sous Holloway et dut monter pour éviter de s'écraser dans l'océan. 2 autres zéros se repositionnèrent, arrivant de côtés opposés, tentant de le coincer. Holloway les vit converger. Il fit quelque chose que Morrison lui avait appris au-dessus des champs de maïs. Il se mit sur le dos, tira et inversa sa direction si violemment que la cellule gémit. Les zéros, engagés dans leurs angles d'interception, se croisèrent, leur formation perturbée. Un pilote monta, l'autre rompit à droite, momentanément confus. Holloway redescendit à 15 mètres. La surface de l'océan était maintenant son terrain. Il lisait la houle, les schémas du vent, la façon dont la lumière du soleil se reflétait sur l'eau. Il vira à droite, suivant le creux d'une vague, puis effectua un tonneau brusque à gauche, alors qu'un autre zéro effectuait une passe de tir. L'air épais au niveau de la mer donnait au corsaire une stabilité inattendue. L'effet de sol amortissait l'appareil, réduisant le besoin d'ajustement constant de trim. Le poids du corsaire, un désavantage en altitude, devint ici une ancre, l'empêchant d'être ballotté par les turbulences. Les zéros peinaient. À 15 mètres, leur avantage de vitesse s'évaporait. Ils ne pouvaient pas piquer sur lui sans risquer un impact avec l'eau. Ils ne pouvaient pas virer avec lui à cette altitude sans perdre de vue l'horizon. Holloway volait dans un environnement pour lequel il n'avait jamais été entraîné, utilisant l'océan comme un mur qui comprimait leur géométrie d'attaque. Il augmenta les gaz, accéléra à 400 km/h et vola droit pendant 30 secondes. 3 zéros s'alignèrent derrière lui, pensant l'avoir coincé. Holloway attendit, compta silencieusement, puis coupa les gaz et déploya 15 degrés de volet. Le corsaire décéléra violemment, le zéro de tête le dépassa, son pilote tirant sur le manche pour éviter la collision.
Le deuxième zéro rompit à gauche, le troisième se redressa. Holloway rentra les volets, ajouta de la puissance et vira à l'intérieur de l'arc du zéro montant. Pour la première fois de l'engagement, il avait une solution de tir. Il pressa la détente. 6 mitrailleuses de calibre 50 martelèrent. Les traceurs marchèrent ça sur le fuselage du zéro. De la fumée jaillit de son moteur. Le zéro roula à droite, traînant du carburant, et s'écrasa dans l'océan à 180 mètres devant lui. Les zéros restants tournèrent au plus haut, incertains. Les chasseurs américains ne combattaient pas ainsi. Ils ne restaient pas bas. Ils n'utilisaient pas l'eau comme bouclier. Ce pilote brisait toutes les règles, et cela fonctionnait. Holloway vérifia sa jauge de carburant, moins d'un quart de réservoir. Il avait peut-être 25 minutes avant que le moteur ne s'arrête. Il tourna vers le sud, restant à 15 mètres, virant au hasard, se rendant impossible à cibler. Les zéros le suivirent pendant quelques minutes, puis rompirent, peu disposés à brûler du carburant, à poursuivre un seul appareil au ras des vagues. Holloway était seul. Le vol de retour vers Torokina prit 43 minutes. Holloway resta à 15 mètres jusqu'à ce qu'il traverse l'espace aérien allié, puis monta lentement pour économiser le carburant. Son moteur toussa 2 fois, affamé d'essence, mais continua à tourner. Il appela la tour par radio. 57, demande atterrissage prioritaire. Carburant faible. La tour le dégagea immédiatement. Il ramena le corsaire sur les vapeurs, toucha durement et s'arrêta au bout de la piste. Le moteur mourut alors qu'il quittait la voie de circulation. L'équipe au sol courut vers lui. Holloway déboucla, sortit et se tint sur l'aile, les jambes tremblant d'adrénaline et de fatigue. Le sergent Mackenzie arriva le premier, fixant l'appareil. « Mon lieutenant, vos ailes sont couvertes d'embrun. À quelle hauteur voliez-vous ?»« Plus bas que je n'aurais dû, » dit doucement Holloway. Le capitaine Stafford arriva quelques minutes plus tard, vivant mais furieux. Son corsaire avait pris des coups dans le combat et il avait perdu un pilote, le lieutenant Chen, l'ailier de Holloway. Stafford s'approcha, mâchoire serrée. « Où diable étiez-vous, Holloway? Vous avez disparu de la radio. »« Engagé à basse altitude, mon capitaine. J'avais 11-0 sur moi. » Stafford cligna des yeux. « 11 ? Oui, mon capitaine. » La voix de Holloway était calme, factuelle. « Ils m'ont sauté après la rupture initiale. Je suis descendu au pont, j'ai volé au ras des vagues, j'ai utilisé l'effet de sol et le masquage du terrain. Ils ne pouvaient pas établir d'attaque nette. J'en ai abattu un confirmé, endommagé 2 autres et rompu le contact. » Stafford le fixa. « Vous avez volé au ras des vagues. Pendant combien de temps ?»« Environ 18 minutes, mon capitaine. »« C'est de la folie. Vous avez violé la doctrine. Vous avez risqué l'appareil. »« J'ai sauvé l'appareil, mon capitaine, et moi-même. » Stafford ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda Mackenzie. Confirmait les images de sa caméra embarquée. Le film fut développé en quelques heures. Les officiers du renseignement regardèrent en silence alors que les images granuleuses en noir et blanc montraient un corsaire volant incroyablement bas, effleurant les vagues, exécutant des manœuvres qui semblaient défier la physique. Ils virent des zéros dépassant, peinant, rompant. Ils virent l'éclaboussure de la victoire confirmée. Le major Grayson passa le film 3 fois, prenant des notes. Il convoqua Holloway pour un débriefing ce soir-là. « Expliquez vos tactiques, lieutenant. » Holloway décrivit la manœuvre méthodiquement. Voler à 15 mètres comprimait la géométrie d'attaque. L'effet de sol donnait de la stabilité. Le poids du corsaire l'empêchait d'être ballotté. Les virages violents rendaient le suivi difficile. La surface de l'océan créait une référence visuelle qui troublait la perception de profondeur de l'ennemi. Grayson écouta puis posa la question critique. « Cela peut-il être enseigné ?» Holloway hésita. « Cela nécessite une aisance à très basse altitude. La plupart des pilotes ne sont pas entraînés pour cela, mais oui, avec de la pratique, cela peut être enseigné. » La nouvelle se répandit dans la salle de préparation ce soir-là. Les pilotes se rassemblèrent autour de Holloway, posant des questions, exigeant des détails. Le lieutenant Jack Brennan, fraîchement arrivé de l'entraînement aux États-Unis, voulait savoir à quelle proximité de l'eau il avait réellement volé. Holloway tint sa main à 1 mètre de la table. Aussi près, parfois plus près. La salle devint silencieuse.
Les autres pilotes qui avaient tenté le vol à basse altitude savaient que la marge d'erreur était inexistante. Une erreur, un moment de distraction, et l'océan devenait un mur de béton à 320 km/h. En une semaine, Grayson soumit un rapport tactique classifié au commandement de l'aviation du corps des Marines. Le rapport incluait les images de la caméra embarquée, le débriefing de Holloway et une recommandation d'incorporer les tactiques d'évasion à basse altitude dans les programmes d'entraînement. La réponse fut prudente mais intéressée. Le VMF 124 fut autorisé à mener des vols d'entraînement expérimentaux. Holloway fut assigné à l'instruction. Holloway vola 16 autres missions de combat avant la fin de sa rotation, en mai 1944. Il entraîna 6 pilotes aux tactiques à basse altitude. 3 survécurent à la guerre. Les techniques se répandirent discrètement à travers les escadrons de Marines dans le Pacifique. Les pilotes l'appelèrent épandage agricole ou saut de vague. Les rapports de renseignement de pilotes japonais capturés mentionnèrent des chasseurs américains utilisant une évasion imprévisible à basse altitude au-dessus de l'eau. Un rapport le décrivait comme volant comme un oiseau effrayé effleurant l'océan. À l'été 1944, les taux de perte de corsaires dans les Salomon avaient chuté de 12%. Tout n'était pas dû aux tactiques de Holloway. De nouveaux appareils arrivèrent. L'entraînement des pilotes s'améliora. L'opposition japonaise s'affaiblit alors que leurs pilotes expérimentés étaient tués. Mais le changement de doctrine, la volonté de combattre au ras des vagues quand nécessaire, devint une partie permanente des opérations de chasse des Marines. Holloway retourna aux États-Unis en juin. Il reçut la Distinguished Flying Cross pour ses actions au-dessus de Rabaul. La citation mentionnait un pilotage exceptionnel et des tactiques innovantes. Elle ne mentionnait pas l'épandage agricole. Il passa le reste de la guerre comme instructeur à Cherry Point, enseignant aux nouveaux pilotes la gestion de l'énergie et les manœuvres à basse altitude. Il ne se vanta jamais. Il ne prétendit jamais avoir changé quoi que ce soit. Il enseigna simplement ce qu'il savait. Quand la guerre se termina, Holloway retourna au Kansas. Il épousa une institutrice nommée Ellen en 1946. Ils achetèrent une ferme près de Hayes, 80 hectares de blé et de maïs. Holloway pilota à nouveau des avions agricoles, enseignant à la génération suivante de pilotes agricoles les mêmes techniques que Morrison lui avait enseignées. Il parla rarement de la guerre. Quand on insistait, il disait seulement qu'il avait fait ce que la situation exigeait. Il mourut en 1983 à l'âge de 65 ans d'une insuffisance cardiaque, paisiblement dans son sommeil. Sa nécrologie dans le Russell County Register mentionnait son service militaire et son travail comme pilote agricole. Elle ne mentionnait pas Rabaul. La plupart des gens qui la lurent ne savaient ni pas ce qu'il avait apporté. Mais dans les manuels d'entraînement du corps des Marines, la technique survécut. L'évasion à basse altitude devint un composant standard des tactiques de chasse. Les pilotes modernes apprirent de l'exploitation de l'effet de sol, le masquage du terrain et les manœuvres défensives à haute accélération au niveau de la mer. Les principes sont enseignés sans attribution, encodés dans la doctrine, dépouillés de leur histoire d'origine. Dans les écoles de pilotage aujourd'hui, les instructeurs font encore référence à l'incident de Rabaul lors de l'enseignement des tactiques défensives. Bien que peu connaissent le nom du pilote, ils montrent les images de la caméra embarquée d'un corsaire dansant au ras des vagues, défiant simultanément la physique et la doctrine. Les étudiants regardent en silence, voyant ce que leurs prédécesseurs virent il y a 80 ans. Un fermier qui comprit que la survie signifiait parfois voler là où les anges craignaient de s'aventurer. L'héritage de Holloway ne fut pas écrit dans les médailles ou les monuments. Il fut écrit dans la survie des pilotes qui utilisèrent ces tactiques des décennies plus tard, dans la doctrine qui incorpora discrètement ses intuitions, dans la compréhension que parfois l'endroit le plus sûr pour voler est là où l'instinct dit de ne jamais aller. L'idée perdura, l'homme s'effaça. C'était ainsi qu'il l'aurait voulu.